La vérité sur la plante de cannabis a été déformée, non pas parce qu'elle représentait une menace, mais en raison de son incroyable puissance. L'humanité n'était pas censée savoir que le cannabis existait bien avant les structures étatiques modernes, qu'il portait une signification sacrée dépassant les dogmes religieux, et qu'il offrait une compréhension plus profonde de l'être que les systèmes qui cherchaient à le discréditer. Sa prohibition n'avait pas pour but de protéger l'esprit humain. Au contraire, elle visait à empêcher les gens de le connaître et de l'utiliser. Car, au fond, les décideurs savaient qu'utiliser avec révérence, cette plante n'émousse ni les sens ni la conscience. Elle éveille le potentiel intérieur. Sa véritable vocation n'est pas l'euphorie ou l'ivresse, mais la liberté authentique. Bien avant l'industrie pharmaceutique moderne, les systèmes éducatifs standardisés et les médias de masse, des plantes dotées d'un sens sacré poussaient déjà sur Terre. Parmi elles, le cannabis occupait une place particulière. Sa fumée était inhalée par les sages, ses feuilles consommées par les mystiques, il était brûlé dans des lieux sacrés, et ses propriétés étaient discutées à voix basse dans des cercles secrets, non pour le simple divertissement, mais en quête d'une vérité profonde. Et maintenant, des siècles plus tard, il retrouve sa voix. Son retour ne vise pas tant à présenter la plante elle-même qu'à réveiller chez l'humanité le souvenir de vérités oubliées depuis longtemps. Son usage initial n'était pas destiné à fuir la réalité environnante. Au contraire, il servait de moyen pour une profonde prise de conscience et un rappel de cette réalité. Bien avant que cette plante ne soit déclarée illégale, avant qu'elle ne soit rejetée avec mépris comme un vice propre aux paresseux ou aux âmes égarées, le cannabis était vénéré comme quelque chose de sacré. Ce n'était pas une désignation métaphorique, mais littérale, profondément enracinée dans la culture et les croyances. Sa présence était une partie intégrante des rituels sacerdotaux. Sa fumée s'élevait comme de l'encens dans les sanctuaires les plus intimes. Ses extraits étaient infusés en élixir utilisés par les mystiques. Et il était transmis avec soin de main en main dans les communautés où la vérité était comprise non par des mots, mais par une profonde sensation intérieure. Ainsi, cette plante ne servait pas au divertissement, mais à une profonde initiation spirituelle. Dans les majestueux temples antiques de Kémet, le territoire aujourd'hui connu sous le nom d'Égypte, le cannabis servait de pont entre les mondes. Là, les gardiens de la sagesse, vénérés comme les scribes des dieux, opéraient non seulement avec des rouleaux et des plumes, mais aussi avec une profonde compréhension des fréquences et des vibrations, offrant à l'humanité les outils pour comprendre leur propre essence divine. Parmi ces outils, favorisant cette profonde connaissance, se distinguait le maître vert, le cannabis. Sa vocation n'a jamais été de fuir la réalité. Au contraire, elle était liée à l'accès. L'accès aux dimensions invisibles, à ces mondes intérieurs secrets où l'âme humaine réside au-delà des illusions imposées par le monde auquel les gens ont été habitués à se soumettre. Car quand quelque chose a le pouvoir d'ouvrir les yeux des gens, quand cela les pousse à remettre en question tout ce qui était auparavant perçu comme normal, cela devient inévitablement une menace. Une menace pour ceux qui profitent de l'ignorance et de la cécité des masses. C'est pourquoi ils ont tenté de renommer le sacré en péché. La clé d'une conscience élargie et divine a été déformée et transformée en objet de moquerie, associée à l'image du toxicomane. L'image originale de la plante a été complètement dénaturée. Le cannabis a été présenté comme une béquille pour les inactifs, un symbole de rébellion pour les rebelles, ou simplement une excuse pour les personnes dépendantes. Cependant, aucune de ces significations imposées ne correspondait à son origine véritable. Tout cela n'était qu'une histoire de couverture soigneusement élaborée. La véritable raison de leur peur de cette plante ne résidait pas dans sa capacité à provoquer l'oubli, mais, au contraire, dans sa puissance à éveiller les souvenirs. Se souvenir de quoi? Du fait que l'être humain n'est pas seulement une fonction, un travailleur, un contribuable, un exécutant docile d'horaires et de règles. Il est pure conscience. Il est la vie elle-même, se manifestant à travers une forme physique. Et les systèmes qui cherchent à maintenir le pouvoir sur l'humanité ne peuvent subsister que tant que les gens restent dans l'oubli de leur vraie nature. Lorsque le cannabis est utilisé avec une profonde révérence, et non comme un moyen de divertissement oisif, il est capable de percer le voile du bruit mental. Il ralentit le flux chaotique des pensées. Il atténue doucement la voix conditionnée qui résonne dans la conscience humaine, cette voix qui répète constamment « Conforme-toi au système ». Sois normal. Ne pose pas trop de questions. Et dans ce silence qui s'installe, une autre voix commence à se manifester. Elle ne résonne pas plus fort, mais elle est incomparablement plus vraie. C'est la voix de cette partie de l'être humain qui n'a jamais quitté le royaume divin. C'est la partie qui conserve encore les souvenirs, mais ceux qui cherchent à contrôler ne pouvaient pas permettre aux gens de posséder cette connaissance. C'est pourquoi ils ont déclenché une guerre, non pas contre la plante elle-même, mais contre la perception humaine. Ce fut une guerre contre la capacité de voir clairement, de ressentir profondément et de poser des questions fondamentales. Qu'est-ce qu'on nous a encore caché? Ainsi, la criminalisation du cannabis ne fut pas seulement un acte politique.
elle revêtait un caractère profondément métaphysique. En coupant l'humanité de cette plante sacrée, ils ont, en substance, déconnecté les gens de leur propre essence véritable. Car le cannabis n'est pas simplement une substance chimique, c'est une sorte de miroir. Il est capable de refléter ce que l'on craint parfois de voir en soi. C'est pourquoi certains en ont peur, tandis que d'autres le désirent ardemment. Et c'est pourquoi les sages, au fil des siècles, l'ont toujours abordé avec la plus grande prudence et une intention claire. Son usage n'est pas destiné à oublier le monde environnant. Au contraire, il sert à s'éveiller de ses illusions. C'est pourquoi il revient dans le monde moderne, non pour prêcher, mais pour rappeler ce qui a été oublié. L'existence humaine n'est pas destinée à suivre aveuglément les instructions d'autrui. La véritable vocation de chacun est de se souvenir, de reconstruire son monde intérieur et de retrouver ce qui a toujours fait partie intégrante de son essence. Dans ce contexte, la plante de cannabis n'est pas un salut au sens habituel du terme. Elle agit plutôt comme un signal, une sorte de phare, indiquant le chemin vers les aspects de l'être humain qui ont été enfouis sous des couches de programmes imposés, de honte et d'innombrables distractions synthétiques. La société a habitué les gens à percevoir le cannabis comme un moyen d'échapper à la réalité. Mais si son véritable rôle était une invitation non pas à fuir la réalité, mais à la voir enfin clairement, dans toute sa plénitude et sans les filtres qui ont été imposés à la perception humaine dès sa naissance. La plante ne trompe pas, elle révèle la vérité. Et une fois que l'on voit ce qu'elle montre, il n'y a plus de retour en arrière. On l'appelle le troisième œil, la demeure de l'âme, la porte vers des mondes au-delà des cinq sens. La glande pinéale, cette partie minuscule, cachée et souvent sous-estimée du corps humain, a été vénérée pendant des millénaires dans les traditions mystiques comme l'une des composantes les plus sacrées de l'anatomie spirituelle. Les anciens Égyptiens possédaient cette connaissance. Les hindous en étaient conscients. Les écoles de pensée ésotériques, dispersées sur toute la planète, séparées par les océans et le temps, ont invariablement indiqué la même vérité fondamentale. Lorsque la glande pinéale s'éveille, la perception humaine passe de l'illusion extérieure à une profonde connaissance intérieure. Et le cannabis n'a jamais été séparé de ce processus. Le cannabis n'est pas seulement une étiquette, c'est un puissant activateur. À des époques antérieures à celles où la médecine moderne a commencé à emballer la vérité dans des pilules et des brevets, les sages comprenaient profondément que la conscience ne se limitait pas au cerveau physique. La glande pinéale n'était pas perçue comme un simple organe. Elle était une antenne, un récepteur et un émetteur d'énergie subtile, une sorte d'interface biologique reliant l'être humain au divin. Et les substances qui interagissaient avec elle n'étaient pas considérées comme des drogues. Elles étaient des portes. Des outils sacrés qu'il fallait non pas abuser, mais honorer avec un profond respect. Le cannabis, lorsqu'il est abordé avec révérence et une intention pure, active doucement ce centre, non pas en provoquant des hallucinations ou des états chaotiques, mais par une délicate dissolution de la statique mentale. Le bruit du monde extérieur s'atténue, les pensées ralentissent, et les frontières de séparation entre le monde intérieur et extérieur s'estompent. Et dans ce silence qui s'installe, quelque chose commence à bouger au-delà de la vision ordinaire. Ce n'est pas seulement une vision, mais une vision profonde et intuitive. Une vision qui n'a pas besoin de lumière pour voir, une vision capable de voir à travers la matière elle-même. C'est ce que les anciens initiés recherchaient, non pas l'ivresse, mais l'illumination. Le monde moderne a tenté d'aveugler l'humanité en utilisant de l'eau fluorée, une exposition excessive à la lumière artificielle, des distractions mentales constantes et des sédatifs chimiques. La glande pinéale a été calcifiée, ses fonctions ont été supprimées. Cependant, le cannabis rappelle que ce qui a été opprimé peut être réveillé. L'être humain n'est pas brisé, il est simplement en état de dormance. Et c'est là que le cannabis devient un outil. Pas pour tout le monde, pas toujours, mais pour ceux qui sont prêts à ressentir plus profondément qu'à simplement penser. Lorsque la plante entre dans le corps, elle ne contraint pas, elle invite. Elle ne crie pas, elle chuchote. Elle interagit harmonieusement avec le système endocannabinoïde, un réseau interne étonnamment organisé que la science moderne ne commence que récemment à découvrir. Mais la sagesse ancienne a toujours su, ce système n'est pas seulement biologique, il est profondément spirituel. C'est un réseau complexe de récepteurs, conçu pour interagir avec la médecine vibratoire de la Terre. Les fréquences que porte le cannabis ne sont pas aléatoires. Elles sont codées avec une intention spécifique. C'est pourquoi certaines personnes ressentent de l'anxiété en consommant du cannabis. Ce n'est pas la plante elle-même qui engendre la peur. Elle ne fait qu'amplifier ce qui était déjà profondément enfoui à l'intérieur. Elle révèle ce que l'ego a enfermé dans les profondeurs du subconscient. Elle ne rend pas paranoïaque, elle rend conscient. C'est dans cet inconfort que commence le véritable travail sur soi. Dans des contextes cérémoniels, l'utilisation du cannabis était souvent associée au silence, aux pratiques respiratoires, au tambour rythmique et à la méditation.
Le but de ces rituels n'était pas de fuir la réalité. C'était une entrée. Une entrée dans le temple intérieur de l'âme. La glande pinéale servait d'autel. La respiration était l'offrande. Et la plante, la clé. Cette histoire diffère radicalement de celle qui a été imposée à la société. On a présenté aux gens une version où le cannabis était associé au chaos, à la paresse et à la confusion. Cependant, en réalité, le cannabis ne devient chaotique que dans un esprit chaotique. Dans un esprit calme, il se transforme en une porte, en un interrupteur qui allume la lumière dans une pièce sombre. Ce n'est pas la plante elle-même qui détermine l'expérience. C'est l'état d'être de la personne lorsqu'elle entre dans cet espace d'interaction avec elle. Il n'offre pas de dogme, il offre une profonde perspicacité. Il y a une bonne raison pour laquelle l'image du cône de pin se retrouve dans les œuvres d'art anciennes, tenue dans les mains des dieux et des pharaons, sculptée sur des bâtons et des lieux sacrés. Ce n'était pas seulement une décoration, c'était un symbole de la glande pinéale. Un message transmis à travers les siècles. L'évolution humaine commence dans sa perception. Et la perception, à son tour, prend sa source dans le véritable œil de l'esprit. Ils ont ridiculisé cette glande, l'ont rejetée, ont cherché à l'aveugler. Mais cela ne détruit pas sa fonction. Cela ne fait que rendre sa redécouverte encore plus puissante. Au moment où l'on réalise qu'on peut voir au-delà de ce qui a été montré, sa véritable liberté commence. Et le cannabis, utilisé avec clarté et conscience, peut aider à trouver cette porte. Chaque dose ne l'ouvre pas. Tout le monde n'est pas prêt. Ce n'est pas un tour de magie ou un éveil instantané. C'est une relation, une pratique, un processus de souvenir. L'être humain n'est pas seulement un ensemble d'os et de pensées. Il est lumière, replié en forme. La glande pinéale sert de lentille à travers laquelle la lumière intérieure de l'être humain commence à se souvenir de sa véritable nature. Il est temps de laisser tomber la peur qui a été imposée à cette plante et de se débarrasser de la honte qui a pu être associée à son utilisation. Ces émotions n'ont jamais été innées. Elles ont été inculquées par un système qui craint profondément ce que l'être humain pourrait devenir s'il commençait un jour à se voir dans toute sa plénitude. La guerre contre le cannabis n'a jamais été une guerre contre la plante elle-même. C'était une guerre contre ce que la plante est capable d'éveiller chez l'être humain. Une guerre contre l'âme, habilement déguisée en lutte contre une substance. Lorsque les gouvernements l'ont criminalisé, lorsque les médias l'ont diabolisé, et que la société s'est moquée de ceux qui l'utilisaient, ils ne ciblaient pas seulement la plante. Ils ciblaient la capacité humaine à percevoir clairement, à ressentir profondément et à établir une connexion intérieure. Car une fois que l'on entre en contact avec cette connaissance calme et silencieuse en soi, les illusions du monde extérieur commencent à s'effondrer. Et une personne qui voit clairement ne peut être contrôlée. Posez-vous la question. Pourquoi les mêmes systèmes qui promeuvent sans hésitation les produits pharmaceutiques ont-ils envoyé des gens en prison pendant des décennies pour avoir cultivé une plante ? Pourquoi les mêmes institutions qui profitent des maladies et du stress des gens ont-elles dépeint un remède naturel comme une menace ? Ce n'est pas parce qu'il rend les gens dangereux, c'est parce qu'il les rend libres. La conscience ne peut être contrôlée lorsqu'elle est éveillée. C'est la vérité qu'ils ont essayé d'enterrer pendant des générations. Le système éducatif enseigne la mémorisation, pas la conscience. Les médias nourrissent les gens d'opinion, pas de vérité. Le divertissement distrait. La religión apaisé. Et la politique divise. Mais le cannabis, utilisé consciemment, peut briser ces schémas. Il ralentit les cycles. Il révèle le rythme artificiel du monde extérieur et initie l'être humain à un flux plus profond, plus lent, plus naturel. Un flux qui imprègne tout ce qui existe, y compris l'être humain lui-même. C'est pourquoi il parle maintenant, parce que le voile de l'illusion s'amincit. Parce que la guerre contre la conscience n'est pas terminée, elle a simplement pris de nouvelles formes. Aujourd'hui, ils n'ont pas toujours besoin d'arrêter les gens. Ils ont juste besoin que les gens continuent de faire défiler sans fin les fils d'actualité. Ils ont besoin que les gens soient distraits, surexcités, déconnectés de leur intuition. Ils veulent que les gens soient productifs, mais pas présents. Amusés, mais pas éclairés. Stressés, mais sans poser de questions, car les questions mènent à la clarté, et la clarté est contagieuse. Les anciens systèmes craignaient les mystiques non pas parce qu'ils étaient irrationnels, mais parce qu'ils étaient intouchables. On ne pouvait pas les manipuler par la peur, car ils avaient goûté à quelque chose de plus grand que le quotidien. Ils n'étaient pas loyaux envers les gouvernements, les marchés ou les doctrines. Ils étaient loyaux envers la vérité. Et la vérité, une fois vécue directement, ne peut jamais être retirée. C'est ce qui représentait une menace pour le cannabis. Non pas la société, non pas l'ordre, mais l'illusion que tout cela ait jamais été réel. Quand on l'allume avec intention, on ne fait pas que planer. On sort de la programmation, du bruit, de la personne qu'on a créée pour soi. Les histoires qu'on nous a racontées sur le succès,
la normalité, l'âge adulte, commencent à se défaire. On commence à se souvenir qu'on n'a pas toujours été comme ça. Il fut un temps où l'on était en harmonie, curieux, profondément connecté au monde. Et plus on se souvient, plus il devient difficile de se rendormir. C'est le vrai risque du cannabis. Pas la dépendance, pas la paresse, pas le mal. Le vrai risque, c'est la clarté. Le risque, c'est de se souvenir de qui on était avant que le monde ne nous dise qui être. Parce qu'une personne qui se souvient devient souveraine. Et la souveraineté ne peut être vendue, contrôlée ou contenue. C'est pourquoi ils ont mené cette guerre. Ils ne pouvaient pas interdire la méditation. Ils ne pouvaient pas interdire de rêver, mais la plante, un objet physique identifiable, cultivable, partageable, pouvait être déclarée illégale. C'est ce qu'ils ont fait. Et ils l'ont enveloppée de couches de honte, de stigmatisation et de désinformation si denses que même ceux qui l'utilisaient ont oublié sa sainteté. Mais cela n'efface pas son essence. On peut brûler chaque livre, bâillonner chaque bouche, censurer chaque vidéo, mais on ne peut pas déraciner ce que la terre continue d'offrir. La plante continue de pousser et de chuchoter. Et certains d'entre nous ont recommencé à écouter. Ce moment, ici et maintenant, est une invitation à rejoindre ce souvenir. La guerre contre la conscience continue, mais l'éveil aussi. Chaque fois que l'on remet en question ce qu'on nous a appris, chaque fois que l'on choisit la présence plutôt que la distraction, chaque fois que l'on honore le sacré plutôt que le superficiel, on quitte le champ de bataille et on entre dans sa propre puissance. Et plus il y a de gens qui le font, moins ils ont de pouvoir. Dès l'âge où l'on pouvait poser des questions, les réponses étaient déjà choisies. On n'explorait pas le monde, on nous en montrait une version filtrée et approuvée. Et quand on a commencé à voir le cannabis, il n'a pas été présenté comme sacré. Il a été présenté comme une menace, une blague, une béquille. La plante n'a pas été criminalisée dans l'esprit des gens par la loi. Elle a été criminalisée par la honte, la moquerie, le message silencieux mais persistant qu'elle n'était utilisée que par les ratés, que seuls les paresseux, les toxicomanes et les épuisés la touchaient. C'est à quel point cette programmation était profondément enracinée. Elle n'agissait pas par la peur, mais par la dérision. Car quand on se moque de quelque chose, on ne pose pas de questions. On ne l'explore pas. On l'écarte simplement. Ils n'avaient plus besoin de brûler des temples. Ils avaient juste besoin de changer ce que les gens considéraient comme sacré. Remplacer l'esprit par la stigmatisation, transformer l'initiation en complaisance. Ils se sont assurés que l'on ne regarderait jamais cette plante deux fois. Et si on le faisait, ils feraient en sorte que notre critique intérieure fasse tout le travail pour eux. Cette voix dans la tête chuchote. C'est mal. C'est faux. C'est faible. Mais voici ce qu'ils n'ont jamais dit. Cette voix ne vous appartient pas. Elle a été installée de l'extérieur. Le système n'a pas seulement diabolisé la plante. Il a appris à l'être humain à se diaboliser pour s'y intéresser. Ainsi, si l'on l'explorait un jour, on porterait la culpabilité dans une poche et la confusion dans l'autre. On entrerait dans cet espace, déjà déconnecté de la révérence même qui est nécessaire pour en libérer le pouvoir. Telle était la stratégie. Non pas simplement bloquer l'accès, contaminer le point d'accès lui-même. L'être humain n'était jamais censé s'asseoir avec la plante en silence. Il n'était jamais censé entrer dans un état méditatif avec elle. Il n'était jamais censé lui poser des questions, la traiter avec respect ou l'aborder comme un allié. Il était censé en abuser, s'en moquer, en rire, l'oublier. Parce qu'au moment où l'on se souviendrait, vraiment se souviendrait, tout le reste commencerait à se défaire. Ce qu'ils craignent, ce n'est pas le cannabis. C'est la relation de l'être humain avec lui. Quand elle devient consciente, quand le joint n'est pas une évasion, mais un retour. Quand la pipe n'est pas une déconnexion, mais une présence plus profonde. Quand le rituel redevient sacré. Car voici ce qui se passe lorsque l'on interagit consciemment avec la plante. On commence à observer son propre esprit, les cycles, le bruit, les jugements, les distractions. On ressent la tension avec laquelle on a vécu si longtemps qu'elle est devenue normale. On remarque à quelle vitesse nos pensées s'emballent, à quelle vitesse on évite l'immobilité, à quelle vitesse on tend la main vers le téléphone, vers une tâche ou vers un masque. Et dans cet espace, on le voit clairement pour la première fois. On fuyait soi-même. C'est le secret caché derrière toute la stigmatisation. Le cannabis n'émousse pas l'être humain. Il le reflète. Il amplifie tout ce que l'on garde à l'intérieur. Si l'on est dispersé, la plante montre le désordre. Si l'on est anxieux, elle révèle la cage. Mais si l'on est présent, si l'on entre avec une intention calme, elle ouvre une porte. Une porte vers les parties de soi qui ont été enfouies par le bruit. Et une fois cette porte ouverte, le monde ne sera plus jamais le même. C'est pourquoi cette plante n'est pas appelée une drogue, mais un seuil, un outil d'initiation. Si l'on l'aborde avec humilité,
non pas pour en obtenir quelque chose, mais pour abandonner quelque chose. Le masque, la personnalité, la représentation, le besoin conditionné d'être autre chose que ce que l'on est vraiment. On n'utilise pas cette plante pour devenir quelque chose. On l'utilise pour cesser d'être tout ce qui n'est pas soi. Et l'ironie est que ceux qui se moquent le plus fort de la plante fuient souvent le plus leur propre vérité. Ils ne se sont jamais assis avec elle en silence. Ils n'ont jamais osé affronter la version d'eux-mêmes qui apparaît lorsque la représentation s'estompe. Mais vous êtes ici. Cela signifie que vous avez déjà commencé à vous souvenir. Et ce souvenir est sacré. Soyez donc attentifs à la façon dont vous l'abordez. Il ne s'agit pas de romantiser aveuglément le cannabis. Il s'agit de désapprendre ce qui a été enseigné et de revenir à ce que l'on savait déjà au fond de soi. Que la terre ne crée pas par hasard. Que chaque remède a une âme. Et que chaque âme, quand elle est prête, retrouve le chemin du remède qu'elle connaissait autrefois. On n'était jamais censé savoir cela, mais maintenant on sait. La question est, qu'allez-vous en faire ? Ce n'est pas juste une plante. Ça ne l'a jamais été. Le cannabis n'est pas une herbe passive, assise tranquillement en arrière-plan de l'histoire humaine. Il est vivant d'une manière que la plupart ont oublié de reconnaître. Conscient, éveillé et profondément codé par une intelligence qui ne parle pas avec des mots, mais avec des fréquences. Une intelligence qui ne peut être mesurée en laboratoire, mais que l'on ressent dans ses os quand on s'assoit enfin assez longtemps pour l'entendre. Le cannabis n'est pas là pour divertir. Il est là pour enseigner. Et pendant des milliers d'années, c'est ce qu'il a fait, jusqu'à ce que le monde devienne trop bruyant pour écouter. La science moderne ne fait qu'effleurer la surface. Elle mesure les cannabinoïdes, les récepteurs, les structures chimiques, mais ne demande pas ce que la plante sait. Elle ne reconnaît pas que la nature, dans sa complexité, ne construit pas par hasard. Tout dans la nature a un but précis. Et le cannabis, si l'on enlève les couches de stigmatisation et de préjugés, porte l'empreinte indubitable d'un guide. Il n'est pas un guide pour tous et pas toujours, mais il reste néanmoins un guide. Subtil, constant et inébranlable dans ce qu'il révèle. On l'appelle le messager vert. Non pas parce qu'il apporte des messages de l'extérieur, mais parce qu'il les extrait de l'intérieur de l'être humain. Il parle dans le silence, dans la présence, dans la perspicacité qui ne vient pas comme une pensée, mais comme un changement d'être, une connaissance soudaine, une vague de vérité qui traverse la poitrine et demeure. Ce n'est pas une connaissance que l'on peut lire. C'est ce que l'on se souvient, et c'est la différence entre l'information et la sagesse. Le monde est inondé d'informations, mais la sagesse vient en chuchotement. Et ces chuchotements, ces moments de clarté, de paix soudaine, de connexion profonde, c'est la voix de la plante. Mais que se passe-t-il lorsque l'on traite l'intelligence comme un divertissement ? Lorsque l'on ignore le sacré et que l'on utilise la plante pour fuir au lieu de revenir à soi, on atténue le signal. On transforme le remède en bruit. Et finalement, on cesse de l'entendre du tout. C'est là la tragédie de la mauvaise utilisation. Ce n'est pas un échec moral, mais une connexion manquée. On transforme l'enseignant en bruit de fond statique. On obstrue le signal avec l'ego, la distraction, l'habitude, et ensuite on s'étonne que la plante n'ouvre plus les portes. Elle détient toujours les clés, mais on ne frappe plus. Le cannabis se moque de l'image de la personne, de sa réputation, de son besoin de paraître cool, spirituel ou libre. Il n'est pas là pour l'esthétique. Il est là pour l'alignement. Et il rencontrera la personne à son niveau de préparation. La question n'est jamais quelle variété utiliser ou. La vraie question est, l'être humain est-il prêt à accepter ce que cette plante est prête à lui montrer ? Car s'il est prêt, elle lui révélera exactement ce qu'il a besoin de voir, surtout les parties qu'il préférerait éviter. C'est pourquoi l'usage sacré implique préparation, intention et présence. On n'entrerait pas dans un temple-ivre, hurlant et à moitié distrait. Pourtant, les gens abordent l'espace de cette plante avec des esprits encombrés, des corps engourdis et une énergie dispersée, et s'étonnent que rien ne change. Ceux qui l'approchent comme un être vivant, qui crée un rituel, qui écoute, qui s'abandonne, parlent souvent de transformation, de révélation. Non pas parce que la plante est magique, mais parce qu'ils ont enfin été assez calmes pour entendre. Les plantes sont sensibles d'une manière qui défie l'arrogance humaine. Elles n'ont pas besoin de langage pour communiquer. Elles parlent par le sentiment, la vibration et l'intuition. On a appris à l'être humain à ne faire confiance qu'à ce qui peut être expliqué, ce qui peut être disséqué. Mais certaines vérités ne peuvent être disséquées. On ne peut que s'asseoir avec elles. Et le cannabis en fait partie. L'être humain a été déconnecté de l'intelligence végétale, non pas parce qu'elle l'a trahi. Il a été déconnecté parce qu'on lui a appris à ne plus écouter, à voir le vert comme un arrière-plan, la nature comme un produit, le sacré comme une superstition. Il s'est donc détourné, mais la plante a attendu patiemment, en silence,
poussant à travers le béton, les mensonges, la propagande, les décennies de diabolisation. Elle n'a jamais cessé de tendre vers la lumière. Et maintenant, elle tend la main à l'être humain. Non pour le réparer, ni pour le sauver, mais pour lui rappeler qu'il n'a jamais été brisé. Il a simplement été déconnecté du message. L'être humain n'a pas besoin de plus de données, ni de plus d'opinions. Il a besoin de silence, de sincérité et du courage de s'asseoir avec une intelligence qui ne parle pas sa langue, mais qui sait exactement qui il est. Il a ignoré le messager, mais celui-ci n'a jamais cessé d'appeler. La transformation n'était pas censée se produire en classe ou sur un banc d'église. Elle devait avoir lieu dans le silence, la paix, en communion avec soi-même, la terre, et les énergies que l'être humain a oublié de ressentir. Les anciens le savaient. Ils le savaient. La véritable alchimie n'a rien à voir avec la transformation du métal en or. Le vrai travail est de transformer l'inconscient en conscience, la peur en présence, le plomb en lumière. Et le cannabis, lorsqu'il est utilisé comme il se doit, est l'un des outils sacrés de cette alchimie intérieure. On a appris à l'être humain à mesurer la vie par ce qui est extérieur à lui, les réalisations, l'apparence, l'approbation. Mais l'alchimie commence à l'intérieur. Elle commence là où personne d'autre ne peut voir. Là où vit la douleur. Où résonne le bruit. Où les masques deviennent lourds et la vérité est enfouie. C'est là que la plante opère. Non pas en forçant le changement, mais en créant un espace où le changement devient inévitable. Le cannabis n'est pas le changement. C'est un catalyseur. Il adoucit les murs. Il dissout les illusions que l'on a appris à l'être humain à défendre. Il n'offre pas d'évasion. Il offre une confrontation. Mais pas une qui crie. Une qui chuchote assez fort pour être incontestable. Une confrontation qui survient quand on est seul avec soi-même. Quand les pensées se taisent et qu'on rencontre enfin les parties de soi qu'on a évitées. C'est là que le travail commence. Lorsque l'être humain interagit consciemment avec la plante, il ne fait pas que changer son état. Il entre dans une sorte de laboratoire où sa propre âme devient l'objet d'étude. Ce processus est ancien. On respire, on ressent, on écoute, et ce qui émerge n'est pas le fruit du hasard. C'est le résidu de tout ce qu'on a supprimé, la douleur jamais traitée, la honte dont on a feint d'ignorer l'existence, les rêves enfouis sous le poids de la praticité. Tout cela remonte à la surface, non pour tourmenter, mais pour être transformé. Car ces aspects ne peuvent avoir de pouvoir sur l'être humain une fois qu'il les voit clairement. C'est pourquoi ce chemin n'est pas toujours confortable. L'alchimie intérieure n'est jamais confortable, mais elle est réelle. Et le réel est rare. On a vendu aux gens une version superficielle du cannabis. Musique, grignotage, rire, évasion de la réalité. Ils en ont caché la véritable profondeur, car ils savaient de quoi il était réellement capable. Ils savaient qu'un être humain qui apprend à transformer sa propre douleur n'a pas besoin d'un système pour le sauver. Quelqu'un qui sait créer un monde en soi n'achète pas de distraction. De telles personnes ne s'accrochent pas aux étiquettes, à la peur, aux fausses identités. Elles deviennent dangereuses. Non pas parce qu'elles nuisent aux autres, mais parce qu'elles ne peuvent être manipulées. C'est ce qu'offre le cannabis par son enseignement. Non pas une substance, mais un miroir sacré. Une chance d'observer son monde intérieur sans jugement. De voir où l'on est bloqué et pourquoi. D'observer comment on se contracte, comment on joue des rôles, comment on s'oublie, puis de commencer doucement à changer cela. C'est l'essence de l'alchimie, non pas nier l'ombre, mais la transformer. Non pas éviter la douleur, mais en extraire la force. L'être humain n'a pas besoin d'être parfait. Il a juste besoin d'être honnête. La plante n'attend rien d'autre. Elle le rencontre là où il est. Mais elle ne le laissera pas se mentir tant qu'il est dans cet état. Et c'est là que l'illusion prend fin. Les gens disent que le cannabis rend paresseux. Non, il révèle la résistance. Les gens disent qu'il rend paranoïaque. Non, il montre ce qui est déjà caché sous la surface. Les gens disent que c'est une béquille, mais une béquille n'existe que si l'on essaie de suivre le même chemin qui nous a brisés. Et si cette plante n'avait jamais été destinée à aider à suivre l'ancien chemin, mais à emmener à un tout nouveau, un chemin où la présence remplace la performance, où la conscience remplace l'anxiété, où l'on cesse d'essayer de devenir quelqu'un pour commencer à se souvenir de qui l'on est déjà, sous les couches de conditionnement et de douleur. Il ne s'agit pas de glorifier la plante. Il s'agit de restaurer le sacré. L'être humain n'est pas seulement chair et mémoire. Il est énergie, intention et conscience. Le véritable or de l'alchimie ne se trouve pas dans les choses. Il se trouve dans le « soi » qui se révèle quand tout le reste est abandonné. Et ce « soi » a attendu l'être humain tout ce temps. Le divin n'a jamais été loin. On lui a simplement appris à le chercher dans la mauvaise direction. Dans des bâtiments de pierre, dans des cieux lointains, dans des doctrines écrites par des gens qui n'ont jamais voulu qu'il rencontre Dieu sans passer par eux.
Mais le sacré n'a jamais été extérieur à l'être humain. Il est dans le silence derrière ses pensées, dans la paix sous sa peur, dans le souffle qu'il a oublié de chérir, et parfois dans la fumée s'élevant d'une plante sacrée, utilisée avec révérence, non par habitude. Ce chemin, ancien, direct, non filtré, a été caché parce qu'il ne pouvait être contrôlé. Le cannabis était l'un des messagers originels de la Terre, non pour distraire du divin, mais pour le rappeler. L'être humain n'était pas censé avoir besoin d'intermédiaires. Il n'était pas censé avoir besoin de traduction. Il était censé le ressentir par lui-même. Une connexion directe. Pas de rituel qu'il ne comprenait pas. Pas de hiérarchie entre lui et ce qu'il a créé. Juste la présence, juste la conscience, juste lui et tout ce qui est. Mais un tel pouvoir est dangereux pour les systèmes qui dépendent de sa dépendance. C'est pourquoi ils l'ont appelé péché. C'est pourquoi ils l'ont dénigré par la propagande, l'ont interdit et ont enterré ses usages sacrés sous des montagnes de peur et de sciences fabriquées. Car l'être humain qui utilise le cannabis avec une intention véritable ne fait pas que planer. Il s'éclaircit. Il s'assied, respire, ferme les yeux et se souvient qu'il n'est pas séparé de la source qu'on lui a appris à adorer comme quelque chose d'extérieur. Il ne court pas après Dieu. Ils deviennent assez calmes pour sentir Dieu à l'intérieur. Ce n'est pas une rébellion, c'est un souvenir. Mais pour le système, le souvenir est la menace suprême. Il rappelle que le divin n'est pas atteint en montant une échelle céleste. On y accède en plongeant dans sa propre conscience, dans le corps, le souffle, le présent. Le cannabis, utilisé comme technologie spirituelle, était l'un des outils sacrés qui a aidé à briser la transe de la séparation. Il dissout doucement le récit constant de l'ego. Il apaise le juge intérieur. Et ce qui reste dans ce silence n'est pas le vide. C'est la vérité. C'est la connexion. C'est le murmure de la divinité. Non pas comme quelque chose en quoi l'être humain croit, mais comme ce qu'il est. La plupart des gens n'ont jamais eu cette opportunité. On leur a appris que le cannabis était pour les ratés, les toxicomanes, les paresseux et les perdus, et non pour les chercheurs, les sages, ceux qui aspirent à toucher directement le divin. La vraie tragédie n'est donc pas seulement qu'il ait été interdit, mais qu'il ait été redéfini. Ils ont transformé un pont spirituel en une blague culturelle. Et pourtant, le chemin demeure. Il n'a jamais été effacé, juste caché sous des couches de honte, de moquerie et des années de mauvaise utilisation. Mais ceux qui se souviennent savent qu'il est toujours là. Et cela ne nécessite ni robe, ni rituel, ni 10 000 heures de pratique. Il suffit de revenir au souffle, à l'intention, à la révérence que l'on porte en sa propre âme. Le cannabis n'est pas Dieu, mais c'est une clé qui ouvre la serrure que l'être humain a portée en sa poitrine toute sa vie. On ne l'utilise pas pour adorer. On l'utilise pour dissoudre l'illusion que l'on est séparé de ce que l'on adore. On ne l'utilise pas pour s'élever, mais pour s'enraciner plus profondément, pour se souvenir que la divinité ne vient pas quand on devient enfin quelqu'un. Elle se manifeste quand on lâche enfin tout ce qui nous disait qu'on n'était pas assez bien. Et c'est pourquoi il a été retiré, parce qu'il ne vend pas le salut. Il montre que l'être humain n'a jamais été brisé. Et quand les gens se souviennent de cela, vraiment, ils cessent de courir, de consommer, de prétendre, et commencent à vivre en accord avec la vérité silencieuse et intouchable qu'ils sont déjà entiers. Une telle conscience ne peut être taxée, vendue ou contrôlée. Et c'est pourquoi elle est sacrée. Quelque chose change. L'être humain le sent. Les récits se fissurent. La honte se dissipe. Et le souvenir de ce qui était autrefois sacré commence à revenir. Le cannabis, autrefois banni des temples et relégué aux marges, revient entre les mains de ceux qui se souviennent. Non pas seulement pour le soulagement, ni pour la rébellion, mais pour la réunification. Ce que nous observons n'est pas une tendance. C'est une renaissance, un retour à l'usage conscient, une restauration du sens. Mais cette fois, le chemin n'est pas indiqué par des prêtres ou des pharaons. C'est l'être humain ordinaire, allumant discrètement un joint et choisissant de s'asseoir avec son âme plutôt que de faire défiler une autre distraction. Ce sont ceux qui se sont détournés des solutions synthétiques et ont commencé à poser des questions plus profondes. Et si la guérison ne se trouvait pas dans plus? Et si elle se trouvait dans moins de bruit, moins de jugement, plus de souffle, plus d'être? Et si cette plante, si moquée et incomprise, avait été placée ici pour nous aider à nous souvenir d'écouter? Il ne s'agit pas de déifier la plante. Il s'agit de restaurer une relation avec elle. Ce qui était sacré peut redevenir sacré, mais seulement si l'on l'aborde de cette manière. Quand le cannabis est utilisé sans intention, il émousse. Mais avec révérence, il purifie. Il apporte la concentration. Il ramène l'être humain à son corps, son souffle, son présent. Et dans cette présence, la guérison commence. C'est ce que le système craint le plus. Non pas les gens qui utilisent l'herbe pour s'échapper, mais ceux qui l'utilisent pour s'éveiller.
Car les gens éveillés cessent de courir après les promesses d'un monde brisé. Ils cessent d'acheter des identités. Ils cessent de réagir et commencent à répondre. Ils cessent d'externaliser leur pouvoir et commencent à s'enraciner dans quelque chose de bien plus dangereux à contrôler, la souveraineté. Et maintenant que de plus en plus de gens commencent à utiliser le cannabis consciemment, quelque chose se produit. Les conversations changent. Les rituels reviennent. L'atmosphère autour de la plante s'éclaircit. Les vieilles histoires, le fumeur, l'épuisé, le marginal, sont remplacés par de nouvelles. Le chercheur, le guérisseur, l'alchimiste. C'est une révolution silencieuse qu'ils n'avaient pas prévue. Une qui ne marche pas dans les rues, mais médite en silence. Qui ne crie pas sur les autres, mais écoute à l'intérieur. Qui ne renverse pas les systèmes par la violence, mais les affame en refusant simplement de les nourrir de son énergie. Car quand l'être humain commence à vivre depuis une clarté intérieure, le bruit extérieur perd son pouvoir. Il cesse d'avoir besoin d'engourdissement. Il cesse de craindre ses propres pensées. Il cesse de se contracter pour s'intégrer. Et il commence à se souvenir que l'acte le plus radical dans ce monde n'est pas l'évasion. C'est la présence. Alors, allumez l'encens. Préparez le thé. Préparez l'espace. Et si la plante appelle, rencontrez-la avec respect. Non pas pour planer, mais pour être honnête. Non pas pour se déconnecter, mais pour s'immerger. Qu'elle ne mène pas à l'oubli, mais au souvenir. Et que ce souvenir se reflète dans les choix, les relations, la voix de l'être humain. Car si même une poignée de personnes commence à vivre ainsi, l'impact sera incommensurable. Chaque personne qui décide de s'asseoir avec sa vérité, plutôt que de la fuir, affaiblit les fondations des systèmes construits sur la peur. Chaque moment de présence arrache un morceau à une culture obsédée par la performance. Et chaque utilisation consciente de la plante envoie un signal, silencieux, puissant et imparable, que l'humanité se souvient. Et si l'être humain est arrivé à cet endroit, c'est qu'il le ressent déjà. Il en fait partie. La plante revient. Le sacré renaît. Et cette fois, personne n'attend de permission. L'être humain n'a pas besoin de détruire le système pour le changer. Il a juste besoin de cesser de le nourrir de son esprit. Et c'est ce qu'ils craignent, car ils ont bâti un monde entier sur l'hypothèse que l'être humain ne regarderait jamais à l'intérieur, ne poserait jamais de questions plus profondes, ne se souviendrait jamais d'eux qui il était avant qu'on lui dise qui être. Mais maintenant, les marées changent, doucement, inébranlablement. Les gens s'éveillent, et ils ne marchent pas. Ils méditent. Ils ne consomment pas. Ils créent. Ils ne fuient pas, ils se souviennent. Le cannabis, utilisé avec révérence, n'est pas une étiquette. C'est un miroir. Et la vérité est que la plupart des gens ne craignent pas la plante. Ils craignent ce qu'ils verront lorsqu'ils seront enfin seuls avec leurs propres reflets. Mais c'est une initiation. C'est là que le chemin commence. Non pas en sachant plus, mais en étant prêt à voir enfin clairement. Et la clarté ne vient pas du chaos. Elle vient du silence. La plante le rappelle à chaque fois. Elle ramène l'être humain à son corps, son souffle, son essence. Elle ralentit le bruit assez longtemps pour que l'âme puisse parler. Tho enseignait que toute transformation commence à l'intérieur. Comme en haut, ainsi en bas. Comme à l'intérieur, ainsi à l'extérieur. Ce que l'être humain cultive dans son monde intérieur se reflète à l'extérieur. Et quand ce monde intérieur commence à changer, passant de l'engourdissement à la conscience, de la peur à la curiosité, de la honte à la présence, le monde extérieur commence à perdre son pouvoir. L'être humain commence à vivre sur une autre fréquence, une qui ne réagit plus aux manipulations, aux distractions ou aux divisions. Le cannabis n'est pas la réponse. C'est une porte, une clé. Et, comme toutes les clés, il dépend entièrement de ce que l'on décide d'ouvrir avec. On peut l'utiliser pour dormir sa vie ou pour s'en éveiller. On peut l'utiliser pour s'éviter ou pour enfin se rencontrer. Et avec une approche humble, il devient un allié sacré dans le travail de l'alchimie intérieure, transformant la lourdeur en lumière, la confusion en clarté, l'illusion en perspicacité. Il ne s'agit pas de glorifier la plante. Il s'agit de restaurer une relation qui a été volée à l'être humain, celle que ses ancêtres comprenaient, celles qui ont été enfouies sous des décennies de propagande, de peur et de contrôle. Mais elles n'ont jamais été perdues, juste oubliées. Et maintenant, elles rappellent, non pour l'évasion, mais pour le souvenir. Ainsi, l'être humain se tient au seuil d'un choix. Retourner au sommeil ou plonger dans la conscience, continuer à jouer le rôle qu'on lui a imposé ou prendre l'auteur de sa propre vie. Et bien que le système préférerait qu'il soit anesthésié, distrait et en train de faire défiler son fil d'actualité, la vérité est que son éveil est la plus grande menace pour leur illusion. Car les gens éveillés ne suivent pas les scripts, ils en écrivent de nouveaux. Les gens éveillés ne craignent pas le silence. Ils le rendent sacré. Les gens éveillés ne courent pas après le sens. Ils le deviennent.
Et plus il y a de gens qui s'éveillent, plus il est difficile de maintenir l'illusion. C'est pourquoi le chemin de l'être humain est important. C'est pourquoi chaque moment conscient compte, car la révolution n'est pas à l'extérieur. Elle est ici, dans son souffle, sa conscience, son intention. Et une fois qu'il commencera à vivre de cet endroit, rien d'extérieur n'aura plus le même pouvoir. Ni les médias, ni le système, ni même la peur. Qu'ils continuent à imposer leurs distractions. Qu'ils continuent à vendre leur version du succès. L'être humain a déjà vu ce qu'il y a derrière le rideau. Il sait qu'il y a plus, et il n'a pas besoin de permission pour y entrer. Rappelez-vous, il n'est pas né pour obéir. Il est né pour s'éveiller. La plante n'a jamais été l'ennemi. Elle était une invitation, et maintenant c'est à son tour.